Bonjour à tous, ici Rob Kelly. J'aimerais vous parler un peu de l'impact de la recherche des comportements de sécurité et d'évitement lorsqu'il est question de surmonter l'hémétophobie, et en particulier des croyances vraiment néfastes qui entourent ces comportements. Comme vous le savez, j'ai travaillé spécifiquement avec des milliers de personnes atteintes d'hémétophobie pendant des années, avant et après avoir créé le programme Thrive ainsi que le livre Traitez votre hémétophobie et prospérez, qui est de loin le programme le plus couronné de succès quant au traitement de l'hémétophobie. J'ai parlé avec un grand nombre de personnes ces derniers temps et il y a certaines croyances clés que les hémétophobes ont tendance à entretenir, qui leur sont très chères et qui semblent freiner leur progrès à surmonter leurs symptômes pour apprendre à s'épanouir. L'une de ces croyances est que le fait d'être malade ou de voir quelqu'un d'autre être malade est terrifiant, ou que d'être malade ou voir quelqu'un être malade est dégoûtant, ou bien que ces personnes ne pourraient pas faire face à la situation si elles étaient malades ou qu'elles voyaient quelqu'un d'autre être malade. Arrêtons-nous d'abord à la première assertion qui fait croire qu'être malade est terrifiant. Être malade n'est pas terrifiant. Nous savons que les hémétophobes pensent de cette façon, mais les autres 95 ou 96% de la population ne pensent pas du tout ainsi. 95 ou 96% de la population pensent qu'être malade n'est qu'une situation désagréable qui arrive de temps en temps lorsqu'ils ne se sentent pas bien ou qu'ils ont bu ou mangé quelque chose qu'ils n'ont pas bien digéré. La grande majorité des gens préféreraient avoir une gastro que d'avoir une grippe. Et vous ne voyez jamais personne affirmer qu'elle souffre de rhumophobie. Vous devez prendre conscience que vous avez installé cet ensemble de croyances très très profondément à l'intérieur de vous-même et qu'elles ne sont pas causées ou validées extérieurement par le fait qu'être malade est terrifiant. Être malade n'est pas terrifiant. Des milliers, des millions de personnes le sont à chaque jour et partout dans le monde sans en faire tout un plat. Ce n'est pas une chose grave. C'est une façon de se débarrasser de quelque chose au même titre que le fait d'uriner, de déféquer ou de se moucher le nez. La chose suivante dont je dois vous parler est que nous savons que les hémétophobes associent étroitement le fait d'être malade avec leur propension au dégoût, et la propension au dégoût est en général un trait féminin, ce qui explique que la grande majorité des hémétophobes, en fait autour de 90 à 95%, soient des femmes. C'est aussi prévisible et spécifique que cela. Bien sûr, ce n'est pas dégoûtant, c'est l'élimination des fluides corporels. Il s'agit de se débarrasser des fluides corporels, c'est tout. Ça ne goûte pas très bon et ça ne sent pas très bon, mais ce n'est pas plus grave que ça. Ce n'est pas dégoûtant, ce n'est pas le bon qualificatif à associer au fait d'être malade ou de voir quelqu'un être malade. Et même si c'était dégoûtant, ce n'est pas une raison pour en être terrifié. Mais le plus important, et j'en ai parlé directement hier avec 4 ou 5 hémétophobes qui ont tous dit la même chose, ces personnes ont affirmé qu'elles ne pourraient faire face à la situation. Elles étaient absolument certaines qu'elles ne seraient pas capables d'y faire face si elles étaient malades, et elles ne seraient pas capables d'y faire face si elles voyaient quelqu'un être malade. En réalité, si vous y pensez bien, c'est une manière très catastrophique et impuissante de dire les choses. C'est totalement la mauvaise chose à dire. Ces personnes ne veulent pas utiliser l'expression « faire face », mais parce qu'elles l'ont utilisée, elles ont créé cette immense phobie. Donc, si quelqu'un vous disait « je ne pourrais pas y faire face si j'avais une maladie incurable », en général, ces personnes veulent dire qu'elles mourraient ou qu'elles mettraient fin à leur vie, qu'elles perdraient la tête ou que le monde arrêterait de tourner ou quelque chose comme ça. Mais c'est loin d'être aussi grave. Ce n'est pas la pire chose au monde. C'est loin d'être une des pires choses au monde. Ce n'est même pas l'une des pires choses au monde. Il y a 1 million de choses pires que vomir. Mais pour une raison ou pour une autre, vous avez bâti une croyance autour de cette situation qui la rend énorme. Maintenant, pour revenir à ces 3 choses. C'est terrifiant, c'est dégoûtant, je ne pourrais pas y faire face. Ce ne sont que des croyances. Elles ne sont pas réelles.
ce ne sont pas des réalités. Ce ne sont pas des réalités comme mon téléphone que je tiens dans mes mains. Il est réel, je peux le sentir. Je peux le frapper sur la table. La réalité comme la peau sur mes doigts. La réalité comme la gravité. La gravité qui peut être démontrée des millions de fois par jour. Si vous lancez une chose dans les airs, elle revient toujours vers le bas. Ce sont des faits vérifiables. Personne ne serait d'accord avec vous, à part les hémétophobes, si vous affirmiez que vomir est terrifiant, dégoûtant et que vous ne pourriez pas y faire face. Ce sont des croyances que vous, en tant qu'individu, avez créées dans votre tête. Allons jeter un coup d'œil encore une fois à ce qu'est une croyance. Une croyance n'est rien d'autre qu'une pensée que vous persistez à perpétuer. C'est tout ce que c'est, une pensée que vous persistez à perpétuer. Et si cette pensée n'est pas basée sur des preuves, à partir du moment où vous cessez d'y penser, elle disparaît. Au moment où vous cessez d'y penser, elle cesse d'être réelle, elle cesse d'être importante et vous vous en débarrassez littéralement en quelques heures ou en quelques jours. Alors si vous progressez dans le programme, que vous commencez à aller mieux, que votre estime de vous-même augmente, que votre confiance en vous se renforce et que vous construisez un meilleur sens du pouvoir et du contrôle, mais que vous conservez cette croyance de ne pas être capable de faire face aux situations, que c'est la pire chose au monde, vous devez vous poser la question, qu'est-ce que je fais pour créer ces croyances? Ou qu'est-ce que je fais pour maintenir ces croyances? Ce n'est pas évident, parce que c'est insidieux et c'est presque toujours lié à votre recherche de sécurité et à vos comportements d'évitement. Si, en règle générale, vous gérez mieux vos pensées, que vous êtes positif et que vous pensez généralement de manière utile et aimable en traitant les pensées positives de votre vie, mais que vous avez toujours ces croyances, vous devez vous demander ce que vous faites pour créer ces croyances, ce que vous faites pour les maintenir. Puis, vous devez regarder du côté de votre recherche de sécurité et vos comportements d'évitement, ces choses auxquelles vous pensez quotidiennement et que vous croyez à tort qu'elles vous empêchent d'être malade ou de voir quelqu'un être malade. Des choses comme se laver les mains 50 fois par jour, vérifier systématiquement les dates de péremption, ne pas boire d'alcool, ne pas sortir, ne pas emmener les enfants à l'école lorsqu'il y a un virus, ne pas serrer la main des gens. Toutes ces choses auxquelles vous pensez des centaines, sinon des milliers de fois par jour. Lorsque je me lave les mains après être allé aux toilettes, je me les lave uniquement par mesure d'hygiène. Lorsque vous vous lavez les mains, au même moment vous pensez « Oh mon Dieu, je dois me laver les mains car je pourrais avoir un virus et ce serait la pire chose au monde. » Vous ne pensez pas réellement ainsi, mais vos gestes incitent ces pensées. Pourquoi je fais ceci? Pourquoi je me frotte ainsi les mains après avoir serré la main du laitier? Vous vous récurez les mains pour éviter d'attraper un virus, ce qui serait la pire chose au monde. Alors ces pensées que vous avez des milliers de fois par jour sont les pensées mêmes qui perpétuent votre peur d'être malade. Cela ne provient pas du fait d'être malade, cela provient des pensées que vous avez quotidiennement dans votre tête. Vous devez résister à ces comportements de recherche de sécurité. Vous devez résister à ces comportements de recherche de sécurité et d'évitement. Vous devez les confronter. Ils ne sont d'aucune utilité de toute façon. La plupart des hémétophobes croient que leur comportement de recherche de sécurité et d'évitement les aide vraiment à se prémunir contre l'adversité. Et bien sûr, ils apportent comme preuve qu'ils n'ont pas été malades depuis des semaines, des mois ou des années. La plupart des gens n'ont pas été malades depuis des semaines, des mois ou des années, mais il n'y a absolument aucune preuve qui laisse entendre qu'un hémétophobe puisse être malade plus souvent qu'une personne n'ayant pas d'hémétophobie. Les comportements de recherche de sécurité et d'évitement ne vous aident pas du tout. Vous croyez qu'ils vous aident parce que vous avez un fort désir de contrôle et que vous aimez croire que vous contrôlez les choses, mais en réalité, ils ne vous aident probablement même pas dans une proportion de 1%. Donc, c'est une économie mal placée que de mettre autant d'efforts dans ces comportements contrôlants de recherche de sécurité et d'évitement qui, en réalité, A, ne vous aident pas du tout, et B, qui vous causent beaucoup plus de mal que de bien à cause de vos pensées
pro-hémétophobes pendant que vous les mettez en pratique. Vous devez vraiment confronter vos comportements de recherche de sécurité et d'évitement et cesser de les pratiquer. Ils ne vous aident pas du tout, ils empirent votre situation. Vous devez également confronter particulièrement ces pensées qui vous font dire que vous ne pourriez pas faire face aux situations. Que voulez-vous dire par « je ne pourrais y faire face »,« je ne pourrais pas y faire face si je vomissais ». Que voulez-vous dire? Allez-vous exploser? Allez-vous vous consumer d'un seul coup? Allez-vous prendre la vie de quelqu'un d'autre à la place? Que va-t-il arriver? Ces choses n'arrivent pas. C'est un non-sens. C'est une absurdité de vous répéter ces choses des centaines de fois par jour. Mais si vous le faites des centaines de fois par jour, bien évidemment, vous allez créer une énorme peur d'être malade. Si vous vous dites sans cesse « Oh mon Dieu, je ne pourrais pas y faire face si je buvais du Coca-Cola », je ne pourrais pas y faire face si je buvais du Coca-Cola, ne soyez pas étonné si après quelques jours vous développez une peur de boire du Coca-Cola. Vous vous mettrez à hurler lorsque l'un de vos enfants ou un ami prendra une canette. Vous avez des pensées catastrophiques des centaines de fois par jour qui vous répètent que vous ne pouvez faire face aux situations. Mary, la dame de 84 ans que vous connaissez probablement et qui a vaincu l'hémétophobie il y a 3 ans de ça, m'a dit un jour « Pendant 75 ans, je me suis répété à chaque jour que je ne pouvais faire face aux situations. C'est la pire chose. J'aurais préféré mourir. » Aussitôt qu'elle a commencé à penser « c'est peut-être pas si terrible. Je pourrais peut-être y faire face. C'est peut-être très désagréable, mais j'y ferai face. » Dès qu'elle a commencé à penser ainsi, elle s'est trouvée mieux dans un délai de 2 semaines. Elle a surmonté son hémétophobie dès qu'elle a modifié ses pensées du genre « Oh mon Dieu, je ne pourrais pas y faire face » en « Vous savez, c'est assez désagréable, mais je pourrais y faire face. » Elle a surmonté son état très, très rapidement. Certaines personnes me disent « Rob, j'ai peur de me sentir mieux. J'ai peur de ne plus avoir l'hémétophobie parce que, d'une certaine façon, elle m'empêche d'être malade. » Elle ne vous empêche pas d'être malade, d'aucune façon. Elle ne vous empêche pas du tout d'être malade. Donc certains hémétophobes pensent ainsi. J'ai peur de ne plus avoir l'hémétophobie. De quoi aurais-je l'air sans elle? Ils croient tout à coup que le fait de ne plus avoir ce comportement de recherche de sécurité et d'évitement quotidiennement les rendra malades à chaque jour. C'est la pire chose au monde. Mais bien sûr, cela n'arrivera pas parce que A. C'est ridicule et B. Vos comportements de recherche de sécurité et d'évitement ne vous aident pas de toute façon. Les raisons pour lesquelles vous n'avez pas été malade depuis 6 semaines, 6 mois ou 60 ans, c'est que la plupart des gens ne l'ont pas été non plus depuis 6 semaines, 6 mois ou 60 ans. Les comportements que vous développez pour vous protéger ne vous aident pas du tout. Mais vous croyez qu'ils le font parce que vous avez un fort désir de contrôle. Vous devez prendre conscience que non seulement ils ne vous aident pas, mais ils gênent votre processus de manière significative puisque vous continuez à créer et à manifester ces énormes croyances néfastes à chaque jour. Ce serait la pire chose au monde, je ne pourrais pas y faire face, c'est dégoûtant, c'est terrifiant. Aucune de ces affirmations n'est vraie. Il n'y a aucun fragment de preuve nulle part au monde qui pourrait valider cela, mais des tonnes qui pourraient prouver qu'elles sont fausses. Lorsque vous surmonterez votre hémétophobie, vous aurez toujours peur d'être malade, mais vous aurez réduit cette peur d'être malade à une évaluation bien plus réaliste que c'est une situation un peu inconfortable, similaire à la constipation ou à la diarrhée, ou quelque chose du genre. Ce n'est rien de grave. C'est une chose banale à laquelle les gens doivent faire face de temps en temps et qu'ils surmontent très très rapidement. Ce n'est pas pour une situation sévère, nul besoin d'avoir peur de la surmonter. Vous n'allez pas sortir tout à coup dans la rue et serrer la main des gens qui ont un virus, l'attraper et passer le reste de votre vie à essayer de vous en remettre. C'est grandement catastrophique, incroyablement irréaliste et vraiment, vraiment dommageable. Alors que vous surmonterez votre peur d'être malade, vous aurez une évaluation beaucoup plus réaliste du fait de vomir qui est juste un peu désagréable.
Vous devez aller au-delà de ces croyances afin de surmonter complètement votre hémétophobie et apprendre à vous épanouir. Si vous voulez en apprendre davantage, si vous n'avez jamais suivi le programme auparavant, vous pouvez aller sur notre site internet au www.emotophobiafree.com. Merci de votre attention.